sur Monaco Info pour cette nouvelle édition que je suis ravie de vous présenter au sommaire de ce journal. Nous nous rendrons en Louisiane où, à l'occasion de la tournée des ballets de Monte-Carlo aux États-Unis, l'ambassade de Monaco a souhaité se joindre à la compagnie de danse. Focus sur les Laureus Awards, l'une des plus prestigieuses cérémonies de remise de prix sportifs internationaux au monde. Pour la première fois, les Monaco Globe Series se tiendront en Méditerranée et c'est à Monaco que cette course offshore sera lancée. Plus de détails dans ce journal. Coup de projecteur sur deux jeunes escrimeurs monégasques qui participeront prochainement au championnat d'Europe à Sochi. Et puis retrouvez à la fin de cette édition notre Focus Info du jour qui sera consacré à la drépanocytose, une maladie méconnue qui sévit en Afrique et dont la direction de la coopération internationale en a fait l'un de ses combats phares. Pour ouvrir ce journal, nous vous proposons de partir à la rencontre de la Nouvelle-Orléans à l'occasion de la tournée des ballets de Monte-Carlo aux États-Unis. L'ambassade de Monaco a souhaité se joindre à la compagnie de danse pour célébrer le lien qui existe entre la principauté de Monaco et la Louisiane. Sur place, le reportage d'Alexandra Pani et de Sylvain Péromal. C'est la plus française des villes américaines, joyau des États-Unis. La Nouvelle-Orléans est connue pour son architecture pluriculturelle et sa gastronomie aux multiples saveurs. Elle célèbre cette année son tricentenaire. Et une fois n'est pas coutume, pendant une semaine, Nola a battu au rythme des traditions monégasques. En parallèle de la tournée des ballets de Monte-Carlo, de nombreux événements sont venus se greffer à l'activité débordante néo-orléanaise, dont une semaine culinaire à l'hôtel Nopsy, situé en plein centre du quartier des Affaires, en compagnie des chefs monégasques Benoît Witz et Luc Gamel. C'est l'expérience, c'est ça qui bonifie de jour en jour les échanges qu'il peut y avoir, les nouveaux produits, la nouvelle tradition, les nouvelles coutumes, les nouveaux produits du terroir, qui est très important à l'heure actuelle, les produits du terroir, les produits de saison. Donc on vient ici, on voit d'autres choses, les mêmes produits mais différents. Voilà, on a décidé un Red Snapper, comme ils appellent ça ici, et c'est un très bon produit local. C'est vraiment ce qu'il fallait faire, c'est pas utiliser des produits qui venaient de France, c'est trouver la nourriture sur place et on a des magnifiques légumes. Ils ont à une centaine de kilomètres d'ici, ils ont une très belle ferme avec des produits locaux, avec des légumes notamment qui viennent de là. Et donc nous on est resté sur le poisson parce que le Vistamar et l'Hermitage c'est connu pour les légumes et le poisson. Et donc on a fait une recette de caponatina. Et l'échange ça a été très rapide avec Pete qui nous a trouvé les bons produits. Et évidemment on a ramené un plat qui reflète bien aussi Monaco, la cuisine monégasque, c'est le barbagian. Les deux chefs monégasques ont également été accueillis dans les cuisines du chef Yvan Didlot pour réaliser conjointement un dîner de gala à l'hôtel Hyatt Regency le vendredi soir. En plus de cette semaine culinaire et de la représentation des ballets de Monte-Carlo, l'on pouvait compter une exposition de photographies d'Alice Blangero à la Angela King Gallery, ainsi qu'à l'hôtel Nopsy, des photographies en noir et blanc de stars ayant contribué à la légende de Monte-Carlo. Les hauts dignitaires de la ville se sont joints avec plaisir à ces nombreux événements. Je sais que Monaco souhaite exporter ses biens, sa culture, tout comme nous ici à la Nouvelle-Orléans. Et vous savez que cette année, nous célébrons notre 300e anniversaire. C'est pour cela qu'avec Son Altesse Sérénissime, nous avons pensé organiser ces merveilleux échanges culturels et culinaires. Nous sommes nous aussi une importante destination en termes de gastronomie. Nous avons ainsi accueilli des chefs monégasques pour qu'ils puissent partager leur savoir-faire avec nos chefs. Et nous espérons que dans l'année, un certain nombre viendront à leur tour à Monaco. Le rendez-vous est donc pris pour la fin de l'année pour que les Monégasques puissent à leur tour découvrir les nombreuses saveurs que propose la Nouvelle-Orléans. Et d'un côté historique, ce déplacement à la Nouvelle-Orléans nous a permis également de nous rendre sur le lieu de naissance de la toute première princesse de Monaco à venir des États-Unis. Il s'agit de la princesse Alice, la seconde épouse du prince Albert Ier. L'ambassadeur de Monaco aux États-Unis, Maggie Macario Doyle, nous en dit plus à ce propos.
C'est un moment très important pour nous de consacrer notre attention sur ce lien particulier que nous avons avec la Nouvelle-Orléans, parce que la princesse Alice, qui était la seconde épouse du prince Albert Ier, est née à la Nouvelle-Orléans en 1857 et qu'elle a quand même participé à la vie de la principauté de Monaco d'une certaine manière. C'était d'ailleurs une période brillante, c'était une période qui était consacrée à la vie mondaine et artistique du règne d'Albert Ier. La princesse Alice avait reçu dans ses salons des littéraires, des savants, des artistes, des poètes très connus qu'elle a ensuite emmenés en principauté vers les 1889. Et bien sûr, nous sommes ravis que Son Altesse Sérénissime, le prince Albert, ait pris la décision de venir ici à la Nouvelle-Orléans le 18 mars prochain pour dévoiler une plaque commémorative sur le lieu de naissance de la princesse Alice, qui est bien sûr dans le Vieux Carré, à 900 Royal Street, et qui vraiment va marquer pour l'avenir ce lien vraiment spécial que nous avons, qui n'est peut-être pas un lien de sang, mais qui est un lien très important, puisque quand même le prince Albert Ier avait nommé, était peut-être très amoureux de la princesse Alice, et il a nommé son bateau de recherche Princesse Alice. Donc c'est quand même une continuation et un lien important qu'il faut quand même préserver. Et retrouvez dès ce jeudi un Focus Info consacré à la tournée des ballets de Monte-Carlo aux États-Unis et qui a débuté à la Nouvelle-Orléans. Cette année encore, les fans de sport sont gâtés. La principauté accueille une nouvelle fois les Laureus Awards, considérés comme la plus prestigieuse cérémonie de remise de prix sportifs internationaux au monde. Regardez plutôt ce reportage signé Dominique Poulain. C'est la 6e fois depuis leur création en 2000 que Monaco accueille les Laureus Awards, cette grande soirée de fête sportive. La cérémonie, qui se déroule dans la salle des étoiles du Sporting, récompense les sportives et sportifs les plus remarquables, ainsi que les performances les plus impressionnantes, toutes disciplines confondues. C'est sympa d'avoir la possibilité de reconnaître leur grand talent. La plupart des sports ont leur propre trophée, mais là, c'est global. C'est pour tous les sports à la fois. C'est ça qui rend cette cérémonie si spéciale. Vous êtes le meilleur parmi les meilleurs. C'est un honneur pour les athlètes d'être nommés. Pour cette édition, ce sont des sportifs de plus de 50 pays et de 55 disciplines qui ont été nommés. Ceux qui ont transcendé le monde du sport lors des 12 derniers mois. Maintenant, il y a beaucoup de sports. C'est vrai que Federer nous a impressionnés par sa capacité, Cristiano Ronaldo de la même manière. On les a déjà tous les noms comme Lewis Hamilton. Il a aussi marqué un peu dans son sport. Donc il y a beaucoup de sportifs qui méritent les honneurs. C'est un mélange de caritatif et de reconnaissance par ses pairs, quoi. C'est tellement diversifié lorsque les Academy members décident de qui gagne ou pas, de Michael Indurain à Alberto Tomba, à Boris Becker, à moi-même. Donc c'est super diversifié sur des gens qui sont dans l'élite du sport en général. Chaque lauréat recevra une statuette qui représente une silhouette humaine en plein effort. Le jury est composé des membres de l'Académie Laureus. Ils viennent tous de sports différents, du football à la moto, en passant par le tennis ou encore l'athlétisme, comme Michael Johnson, quadruple champion olympique sur 200 et 400 mètres, et surnommé la Loco de Waco. Lors de la cérémonie, il y aura de nombreux athlètes qui sont nommés pour les Laureus Awards. Je pense que c'est un moment très excitant pour eux. Ça leur permet d'être récompensés pour leur performance. Et c'est toujours un choix difficile pour nous en tant que membres du jury, car ils sont tous de fantastiques sportifs, mais il ne peut rester au final qu'un seul vainqueur. La cérémonie sera retransmise dans plus de 160 pays. Et le maître de cérémonie sera l'acteur Benedict Cumberbatch. Apparu dans de nombreux films et séries télévisées, il a notamment incarné Julian Assange dans le film consacré à Wikileaks.
Du 1er au 8 juin prochain auront lieu les Monaco Globe Series, une première en Méditerranée. Il s'agira d'une course offshore en double et sans escale. Les explications de Patricia Navarro. Il s'agit du Saint Graal pour les navigateurs. Le prochain Vendée Globe Challenge aura lieu en 2020. Mais d'ici là, pour s'y préparer et pour décrocher des places qualificatives, 2 grandes épreuves annuelles seront organisées. Et parmi elles, une régate dont le départ et l'arrivée auront lieu en principauté cette année. Une première prestigieuse pour le Yacht Club de Monaco. Les Monaco Globe Series se dérouleront du 1er au 8 juin avec 4 jours de course, mais aussi des journées d'entraînement qui permettront au public de découvrir la classe des IMOCA, ces géants des mers ultra rapides. La voile sportive, c'est un excellent vecteur de communication. C'est un très bon moyen d'attirer l'attention sur la place de Monaco et sur les possibilités qu'offre Monaco. Et puis Monaco a toujours eu cette tradition sportive. Notre souverain et notre président est très attaché au sport et à tout ce qui touche à la mer, donc il est facile de faire le rapprochement. Mais je crois que ce qui est important, c'est que Monaco se positionne dans la course hauturière. Alors il y a de l'autre côté de la Méditerranée, c'est-à-dire dans la Méditerranée orientale, il y a une grande course qui s'appelle la Middle Sea Race, qui est organisée depuis une trentaine d'années maintenant, qui est une course importante. Et je pense que de ce côté, il y a déjà quelques courses, il y a la Giraglia, mais il y a la place pour organiser aussi une grande classique. 10 bateaux seront au départ des Monaco Globe Series, dont Malizia avec à son bord Pierre Casiraghi et Boris Herman. En toile de fond, toujours l'objectif de participer au Vendée Globe Challenge en 2020. Vraiment l'objectif de l'équipe, c'est le Vendée Globe et puis tout le club est derrière avec nous. Le club n'a pas eu de bateau au départ du Vendée Globe depuis 1992, donc c'est vraiment quelque chose d'important. On n'y pense pas trop aujourd'hui quand on navigue ensemble avec Boris. Je pense qu'on prend une course à la fois. Mais bon, derrière, à l'arrière de nos têtes, évidemment, on pense déjà au Vendée Globe. On va voir. Enfin, quand on est en course, après, on pense vraiment au moment, à ce qu'il faut faire et aux décisions à prendre. Donc, voilà. Les Monaco Globe Series seront une course en double sans escale et sans assistance avec 1300 milles nautiques à parcourir. Depuis 2009, aucune régate de ce type ne s'était déroulée en Méditerranée. Direction à présent le stade Louis II et plus précisément la salle Fernand Prat où Sandrine Nègre a pu rencontrer plusieurs escrimeurs. Coup de projecteur sur 2 jeunes très prometteurs qui s'envolent cette semaine vers Sochi. Ils s'appellent Maxime et Solal. Leur point commun, ils partagent la même passion pour l'escrime, le premier au sabre, le second au fleuret. La fédération monégasque a préparé ces monégasques pour le plus haut niveau. Le début du mois de mars est d'ailleurs une période importante pour eux. Ils participent au championnat d'Europe organisé à Sochi en Russie. C'est des compétitions assez importantes qui montrent notre présence, même si on n'est pas forcément parmi les premiers ou parmi les tireurs reconnus. Mais voilà, on montre qu'on est là et qu'on ne lâche pas malgré les difficultés qu'il y a. Le fait de participer, c'est important aussi pour toi ? Non, enfin, participer, oui, mais pas juste participer. Si c'est pour prendre 5-0, 5-0, 5-0, c'est pas le but. On a vraiment le sentiment que c'est aussi cérébral que physique, finalement, comme discipline. Je pense qu'en sabre et en fleuret, c'est différent. En sabre, on prend des coups, du coup, on s'en sert pour pas faire peur à l'adversaire, mais lui montrer qu'on est quand même là. Après, au fleuret, j'en ai fait, mais pas assez pour dire... En fleuret, il faut toujours réfléchir en fait. Le match n'est jamais gagné parce que moi, des fois, je mène 13-6 et je perds 15-13 parce que j'arrête de réfléchir. En avril, ils seront aussi à Vérone pour les championnats du monde, une autre belle échéance. Vous les voyez ici s'entraîner avec leurs maîtres d'armes respectifs, 2 personnes essentielles lors des entraînements intensifs bien sûr, mais pas seulement. Ces maîtres d'armes sont aussi importants dans différents domaines, ambition, motivation et objectifs. Maxime est en apprentissage sur le plan international. C'est sa première année internationale. Il se heurte à des tireurs qui ont un certain nombre d'années d'expérience et c'était une année vraiment de préparation. Alors nos objectifs pour les championnats d'Europe, c'est de maintenir un petit peu le niveau qu'il a eu cette année, c'est-à-dire qu'on est à peu près, on va dire globalement, à 60% de réussite. Sur les tournois, sur 200 ou 250 tireurs, Maxime a toujours, en régularité sur l'année, fini dans les 100, 110.
On est à 50-60% de réussite, on va dire. Et on espère pouvoir maintenir cela au niveau des championnats d'Europe. Ce qui est important, c'est d'avoir envie d'arriver à un haut niveau. Donc c'est, je pense, une grosse partie de la saison. On a travaillé là-dessus sur nos jeunes qui étaient d'un bon niveau, puisqu'on a proposé de les envoyer un peu plus haut. Mais il faut qu'ils comprennent que le haut niveau, c'est une zone de travail physique, technique. Après, les qualités elles-mêmes, ça demande de la concentration, l'escrime, ça demande de la vitesse, de la propos, etc. Et l'escrime est aussi pratiqué par des filles, à l'image de Lola, qui s'entraîne, salle Fernand-Prat. L'an dernier, je m'entraînais 3 fois par semaine. Cette année, on est passé à 4 entraînements, entre 1h30 quand c'est des entraînements tranquilles, à 2h, ça peut monter jusqu'à 2h30 avec des séances de physique. C'est bien crevant, mais j'aime tellement ça que ça fait partie de mon rythme de vie. Donc voilà, 4 fois par semaine et des pauses pendant les vacances. Nous suivrons bien sûr le parcours de ces jeunes tout au long de l'année lors de leurs différentes compétitions. La direction de la coopération internationale s'est engagée depuis quelques années aux côtés des principaux acteurs de la lutte contre la drépanocytose en Afrique. Ce soutien s'est amplifié au fil des ans et a pris diverses formes. La drépanocytose est une maladie méconnue du grand public en Europe. C'est le Focus Info du jour. Il est signé Patricia Navarro. La santé est le premier domaine d'intervention de la coopération monégasque. Après avoir enregistré d'importants succès en matière de lutte contre le paludisme, à Madagascar notamment, les équipes de la DCI ont décidé il y a quelques années de s'intéresser à une autre maladie très peu connue et dont la prise en charge reste négligée en Afrique, la drépanocytose. Il s'agit de la maladie génétique la plus répandue dans le monde, avec 50 millions de porteurs. C'est effectivement parce que cette maladie est méconnue chez nous, qu'elle est un peu ignorée et boudée par les bailleurs, qu'on a souhaité s'engager justement dans la lutte contre la drépanocytose pour essayer d'apporter notre contribution aux bénéficiaires et leur permettre de mieux appréhender leur maladie. L'aide monégasque dédiée à la drépanocytose prend plusieurs formes. Il y a tout d'abord un appui aux associations nationales de patients dans 6 pays. Le Burkina Faso, le Niger, le Mali, la Mauritanie, le Sénégal et Madagascar. Il y a ensuite la mise en réseau des professionnels de santé de tous ces pays. Et afin d'uniformiser les modalités de la prise en charge de cette maladie en Afrique de l'Ouest et à Madagascar, un guide médical est en cours d'élaboration sous l'égide de la DCI. 3 ultimes journées de travail viennent d'avoir lieu à Monaco. Ce guide va changer, va révolutionner un peu, en tout cas, le vécu des mamans, le vécu des patients drépanocytaires en Mauritanie, en ce sens que même le coin le plus reculé, l'infirmier chef de poste, le médecin, donc, qui a en charge ces malades, aura maintenant une directive, une ligne bien précise de prise en charge, donc une conduite à tenir devant telle ou telle situation. Donc je pense que ça va révolutionner en tout cas le vécu de cette maladie dans la population mauritanienne. L'ouvrage devrait être finalisé dans les prochaines semaines pour une diffusion le 19 juin à l'occasion de la Journée mondiale de lutte contre la drépanocytose. Mais le soutien de la DCI en faveur de la lutte contre la drépanocytose prend aussi une forme très concrète sur le terrain avec la création de centres de soins. Nous allons maintenant changer de continent pour rejoindre Dakar, la capitale du Sénégal. C'est ici que la direction de la coopération internationale monégasque a financé la création d'un centre de prise en charge des enfants et adolescents drépanocytaires en plein cœur de l'immense centre hospitalier national Albert Royer. Au Sénégal, 10% de la population porte le gène de la drépanocytose, dont 600 000 enfants et adolescents de moins de 16 ans. La drépanocytose, pour parler simple, c'est une maladie du sang. C'est une maladie qui affecte le globule rouge. Le globule rouge, c'est la cellule qui porte l'hémoglobine. Et l'hémoglobine, c'est ce pigment qui donne la coloration rouge au sang et qui porte l'oxygène au niveau de tous nos organes. Donc, au niveau de la drépanocytose, cette hémoglobine est anormale. L'hémoglobine de la personne normale est remplacée par une hémoglobine anormale et c'est ce qui fait la maladie drépanocytaire. Elle se manifeste par certains signes, notamment la douleur, la susceptibilité de faire des infections,
le risque de faire des anémies. Et c'est une maladie constitutionnelle, c'est-à-dire c'est une maladie génétique. La personne naît avec sa drépanocytose, elle vit avec sa drépanocytose, ce qui fait qu'il y a un risque de complications évolutives. Grâce au financement de la Principauté, ce centre flambant neuf, inauguré en mai 2017, accueille chaque jour des dizaines d'enfants et adolescents. En 2016, 2000 patients ont pu être pris en charge. C'est un centre où nous faisons des consultations ambulatoires pour les enfants qui sont drépanocytaires, qui sont suivis, qui reviennent régulièrement tous les 3 mois, 4 mois ou 6 mois en fonction de l'âge. Également des enfants qui viennent pour des problèmes d'urgence, c'est-à-dire des enfants qui font une complication de la drépanocytose, qui font soit une douleur, soit une anémie ou des infections. Au sein de l'unité, il y a des consultations avec des bureaux. Il y a un hôpital de jour d'une capacité d'accueil de 15 lits. Il y a également un laboratoire polyvalent où on peut faire certains examens de biologie, notamment tous les examens qui permettent de confirmer la drépanocytose. Les enfants touchés par la drépanocytose sont les premiers bénéficiaires de ce centre, mais indirectement. Les personnels de santé sont eux aussi impactés favorablement en travaillant dans de bonnes conditions. Et Monaco va poursuivre son aide. Après la construction du centre, des fonds ont également été alloués pour assurer son fonctionnement et pérenniser le travail des équipes mobilisées au service de ces jeunes malades. Une aide globale qui fait écho à l'un des objectifs de développement durable de l'ONU, l'objectif numéro 3 intitulé « Permettre à tous de vivre en bonne santé et promouvoir le bien-être de tous à tout âge ». Sur le même modèle, des centres de référence ont vu le jour à Madagascar, au Niger et au Mali, avec l'aide de Monaco. Passons à présent en revue votre carte météorologique. Mercredi, un ciel nuageux avec quelques éclaircies timides le matin et un ciel plus opaque l'après-midi. Il se peut qu'il neige un peu en soirée. Les températures varieront entre 0 et 3 degrés. Jeudi, de fortes rafales de vent allant jusqu'à 70 km/h. La journée sera nuageuse et pluvieuse dans l'ensemble. Les températures, quant à elles, remontent légèrement. Il fera de 2 à 6 degrés. La journée de vendredi restera couverte également avec toujours un risque de pluie. Le vent va s'estomper, compter de 7 à 8 degrés. Une légère amélioration pour samedi avec une journée entre nuages, quelques gouttes de pluie mais également quelques éclaircies. Arrangez-vous avec tout ça. Les températures varieront entre 10 et 12 degrés. Et enfin, il fera à peu près le même temps pour dimanche et le début de semaine prochaine entre nuages et soleil. Ce journal est à présent terminé. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, la suite de vos programmes sur Monaco Info. Tout d'abord, retrouvez José Sacré pour vos sorties cinéma de la semaine, suivi de tout l'art du cinéma qui mettra en évidence le film Deep End. À très bientôt.